Quand on parle de la guerre avec l'Iran, Pepe, je pense que, du côté iranien, le calcul ou la compréhension, c'est que la guerre arrive. Pas parce que les États-Unis sont dans une position favorable en ce moment, ils traversent plutôt une période difficile, mais parce qu'Israël et Benjamin Netanyahou sont aujourd'hui dans une situation de désespoir. Il vacille sur le plan intérieur et il doit agir. C'est pour ça qu'ils ont le sentiment que les États-Unis pourraient attaquer l'Iran. Et la réponse, pour nous, elle est évidente. Tu te souviens, avant la guerre, avant la deuxième phase du conflit, ils avaient dit que ce serait une guerre régionale. Si vous déclenchez une guerre, elle sera régionale. Eh bien, hier encore, le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé que cette fois, ça irait au-delà de la région. Autrement dit, ils vont... Mais c'est exactement ce que je t'ai dit il y a 5 minutes, Nima. D'après l'évaluation de la direction iranienne, la véritable riposte, c'est celle qui va venir, pas la première attaque des sionistes et des Américains. Ce que tu dis est tout à fait juste. Voilà. Et ils sont sincères dans la façon dont ils s'expriment. On a déjà vu ça. Ils n'ont aucune raison de mentir à ce sujet. Et ils répètent clairement leur position, encore et encore, chaque jour. Et évidemment, ces clones n'écoutent pas, parce que pour eux, c'est presque génétiquement impossible d'écouter et d'admettre que les règles du jeu ont changé. Et je suppose qu'ils vont frapper Diego Garcia. Ils vont aussi frapper quelque part près de la Grèce. C'est tout à fait possible. Toutes ces bases qui ont été utilisées pendant la guerre, pendant la deuxième phase du conflit, ils vont les frapper. Oui, parce qu'ils sont tous des cibles légitimes. Absolument. Oui. Et en mettant ça de côté, Pepe, on a eu quelque chose venant d'Arabie Saoudite. Ils appellent ça un pacte de non-agression. Comment ça s'intègre dans le nouveau tableau que tu nous as décrit à propos du concept eurasien? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter quelque chose venant de l'Arabie Saoudite et des pays du CCG, à rester en retrait, un peu en marge d'une nouvelle architecture de sécurité? Oui. Non, si une nouvelle architecture de sécurité est mise en place, garantie surtout par la Russie et la Chine, elle inclura le CCG. Et dans ce cas, le parapluie sécuritaire sera assuré par le Pakistan. Ce sera un changement de jeu majeur, vraiment majeur. Ce ne sera plus les États-Unis, ce sera le Pakistan. Et bien sûr, le Pakistan sera soutenu en arrière-plan par la Russie et la Chine. Donc, pas d'implication directe de la Russie et de la Chine dans une nouvelle structure de sécurité pour le Golfe Persique et pour les pétromonarchies. Mais, vu les liens étroits entre le Pakistan et le CCG, c'est évident. Et bien sûr, l'Iran serait d'accord avec ça, d'après ce qu'il discute avec les Pakistanais, et compte tenu du rôle de garant joué à la fois par la Russie et la Chine. Donc maintenant, on parle d'une négociation multipolaire entre tous ces acteurs eurasiens. L'enjeu, c'est de savoir comment on va sécuriser à nouveau l'Asie de l'Ouest, mais cette fois dans un cadre complètement différent. Un cadre que nous, à travers l'Eurasie, contrôlons. Et non pas un cadre contrôlé par l'empire du chaos, du pillage, de la piraterie, tout ce qu'ils savent si bien faire, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop ce que ce ton voulait dire. Est-ce qu'ils ont parlé de la situation à Taïwan? Parce que pendant la rencontre entre Donald Trump et Xi, je suis sûr qu'ils en ont parlé. Mais qu'en est-il de Xi, qui discute avec Poutine? Ou peut-être qui réfléchit à la question de Taïwan? Et comment la Russie voit-elle cette question de Taïwan? Ils n'ont pas besoin d'en parler. La position russe,
est très. En fait, elle est tellement évidente que Poutine a de nouveau réaffirmé la politique d'une seule Chine, totalement soutenue par la Fédération de Russie. C'est tout ce qu'il faut. Une phrase, une seule, et c'est réglé. Parce qu'ils savent. Et évidemment, Xi sait très bien ce que Poutine pense de Taïwan et il connaît la position officielle de la Fédération de Russie. Donc, pas besoin de le répéter sans arrêt. En 10 secondes, c'est dit, et on passe à autre chose. Bon, parlons d'autre chose. Avec les Amériques, c'est une histoire complètement différente, Nima. Et vous tous, je suis sûr que vous savez que la question de Taïwan est entièrement fabriquée par les exceptionnalistes. C'est un faux problème. Et la Chine le répète depuis des décennies. Il y aura une réunification pacifique. Point final. Et ils ne sont pas pressés. D'après Deng Xiaoping, ils ont jusqu'à au moins 2049 pour parvenir à une réunification pacifique avec Taïwan. Donc, ils ne se précipitent pas. Ça arrivera. Ce sera un peu comme le processus avec Hong Kong. Ce sera probablement un pays, 3 systèmes. Pour l'instant, on a un pays, 2 systèmes avec Hong Kong. Avec Taïwan, ce sera un pays, 3 systèmes. Ils resteront relativement autonomes. C'est une puissance industrielle et elle le restera. Mais bien sûr, le cadre général, ce sera la Chine continentale depuis Pékin. Et ça, Nima, c'est un non-sujet partout en Asie. Personne ne débat de Taïwan. Tout le monde sait très bien ce qui va se passer. C'est un problème chinois, un problème purement interne à la Chine, bien sûr. Du point de vue de l'empire déclinant, évidemment, il leur faut des raisons pour harceler, contenir, encercler la Chine. Taïwan en fait partie. La mer de Chine méridionale, dans son ensemble, en est une autre. Le détroit de Malacca, s'ils décident de le bloquer, en est encore une autre. Les Chinois le savent très bien. On essaye de les enfermer à l'intérieur de la première chaîne d'îles, sans même parler de la deuxième. Et les Chinois, évidemment, travaillent depuis longtemps sur le plan militaire pour briser cet encerclement imposé par les Américains à l'intérieur de ces chaînes d'îles. On suppose d'ailleurs qu'ils en ont déjà la capacité, mais ils n'ont pas besoin d'en faire la publicité. Ce n'est pas comme ça que la Chine fonctionne. La Chine agit en silence, avec beaucoup de travail et de persévérance. Et avec une planification sur le très long terme. Ce n'est pas un hasard s'ils ont des plans quinquennaux successifs et qu'il faut atteindre tous les objectifs clairement définis dans chaque plan de 5 ans. Celui qui commence cette année, en 2026, on en parlait justement hier à l'Université de Shanghai. Pour vous donner une idée, un simple détail. D'ici 2030, le plan prévoit que 70% de l'économie chinoise soit directement interconnectée et liée à l'intelligence artificielle. C'était d'ailleurs l'un des points essentiels de notre discussion hier. Et j'ai eu des questions formidables de la part des jeunes, des étudiants. Ils s'inquiétaient. Est-ce qu'on aura encore du travail dans ce futur-là? Et bien sûr, c'est un débat ouvert partout en Chine. C'est un grand sujet de discussion sur les réseaux sociaux chinois, partout. Est-ce que l'intelligence artificielle va finir par détruire la technologie, les emplois, un peu partout? Et qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces populations qu'il faudra recycler parce qu'elles auront perdu leur travail, remplacé par l'IA? C'est à ça que la Chine réfléchit en ce moment. Comment se moderniser encore plus vite qu'elle ne l'a déjà fait jusqu'ici? Quand on regarde les signes évidents de la Chine moderne, partout à Shanghai, on se rend compte que les gens en Occident n'ont aucune idée du niveau d'avancement atteint. C'est vraiment impressionnant. Et cette fois, j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de quartiers de Shanghai, pas seulement dans les zones habituelles, vous voyez, et on voit la modernisation s'étendre à la vie quotidienne, partout où l'on va. C'est vraiment impressionnant. Alors voilà ce dont ils ont parlé. Et en matière de politique étrangère, eux, ils savent. Ils savent qu'ils ont leurs alliances à travers l'Asie.
Ils savent aussi que leur relation avec la Russie est très solide. Et pour ce qui est de l'énergie dont ils ont besoin, c'est réglé. Par exemple, hier, l'une des conclusions, c'était « D'accord, on va accélérer le projet Force de Sibérie 2. Il devait être inauguré vers 2030. Non, maintenant, ils veulent qu'il soit inauguré peut-être dès l'année prochaine ou au plus tard, fin 2027. Et puis, les Américains veulent bloquer le détroit de Malacca. Peu importe. Ils ont déjà 2 immenses gazoducs venant de Russie. Le SPO, la Force de Sibérie 1, qui tourne déjà à pleine capacité, et bientôt, ils auront aussi la Force de Sibérie 2, qui passera par la Mongolie. Aucun problème. C'est justement pour ça qu'ils ne peuvent pas se dire « Bon, concentrons-nous sur nos problèmes internes, la perte d'emploi, l'inflation. » Elle n'est pas stratosphérique comme dans beaucoup de pays occidentaux, mais elle augmente en Chine. Donc ils se concentrent sur l'emploi, sur des ajustements. Le modèle, dans l'ensemble, fonctionne. C'est leur principale préoccupation, celle du plan quinquennal. Le seul vrai problème extérieur qu'ils ont, c'est le harcèlement américain, le confinement de la Chine, par tous les moyens possibles. Et bien sûr, ces guerres directes et indirectes contre la Chine. Ils savent très bien que la guerre contre l'Iran est aussi une guerre contre la Chine. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Si vous demandez à des étudiants à l'université, ils sont au courant. Oui, c'est incroyable, parce que certains disent que la seule chose qui compte pour la Chine, c'est de faire de l'argent, qu'ils n'ont aucune stratégie. Non, aucune. C'est juste... Nima, écoute, peut-être que je deviens trop vieux pour tout ça. J'ai plus la patience pour la stupidité. Pas à mon âge, et pas après tout ce que j'ai vécu aux 4 coins du monde pendant ces 40 dernières années. Alors quand je viens ici, je viens comme un étudiant. Et hier, on me disait « Ah, tu veux redevenir étudiant ?» J'ai répondu « Oh oui, si je pouvais, je serais là, dans la salle de classe avec vous, en train d'apprendre. » Et quand on vient en Chine, on apprend sans arrêt sur tout, absolument tout. Les aspects de civilisation, les aspects de modernisation, et bien sûr les rituels du quotidien. Surtout le respect mutuel que les gens ont entre eux, la façon dont ils se traitent, la manière dont ils respectent leurs aînés, comment ils suivent les rituels de la vie de tous les jours. Il y a un profond respect pour ces rituels, pour la hiérarchie qu'ils impliquent, et pour la façon de respecter l'autre surtout. Et toutes ces règles de politesse, de civilisation. C'est extraordinaire. À chaque fois, c'est une expérience d'apprentissage et aussi une leçon d'humilité. On apprend constamment d'eux. Et bien sûr, ce sont des gens travailleurs. Ils ne cherchent pas les ennuis avec qui que ce soit. Ils veulent faire du commerce avec le monde entier. Évidemment, c'est un système marchand, c'est leur nature, et ils le font très bien. Mais ils veulent faire des affaires sur une base gagnant-gagnant avec tout le monde, y compris leurs adversaires, y compris l'empire du chaos total. Mais ils savent très bien que ça va être difficile, surtout maintenant qu'ils sont déjà la première puissance géoéconomique mondiale. Et ceux qui dirigent le jeu aux États-Unis, Nima, eux, n'accepteront jamais ça. Ils vont essayer de saper, de harceler, de faire toutes sortes de choses horribles contre la Chine. Et ça ne changera pas. Mais les Chinois sont prêts. Et c'est là la vraie différence. Je dirais que cette attitude a commencé à se consolider l'année dernière, quand Trump a lancé sa première vague de sanctions contre la Chine. Je m'en souviens très bien, j'étais ici à Shanghai à ce moment-là, et on voyait clairement que la réaction n'avait plus rien à voir avec celle du passé. Ils se sont levés et ont dit « Ah, vous voulez jouer avec nous? Très bien, attendez un peu. » Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Les Américains apprennent qu'ils ne peuvent pas jouer avec la Chine. Et la Chine, elle, sait comment faire. Ou du moins, comme Xi l'a montré la semaine dernière, il a su gérer l'empereur de barbarie tout en lui donnant une leçon.
avec une telle subtilité que l'empereur ne s'en est même pas rendu compte. C'est ça, une civilisation. Elle est assez raffinée pour aller jusqu'au bout, mais toujours d'une manière très civilisée. Pepe, est-ce que Trump a essayé de convaincre Xi d'acheter de l'énergie ou du pétrole aux États-Unis? Et quelle a été la réponse de Xi? Voilà ce qu'ils disent. Encore une fois, du baratin, de l'enfumage. On ne voit ça nulle part dans les communications officielles du ministère du Commerce. Et évidemment, les Chinois ne vont pas acheter de l'énergie américaine. Pourquoi faire? Acheter de l'énergie à leurs ennemis? Pas question. Non, c'est de la propagande américaine. Et c'est bien ça le problème, parce qu'ils racontent toutes sortes de bêtises. Tout le monde reprend ça dans le monde entier, y compris des analystes indépendants, et ils le répètent sans même vérifier auprès des Chinois. Et bien sûr, les Chinois ne vont pas te donner tous les détails, mais ils peuvent très bien dire « non, ce n'est pas vrai », ce qu'ils font tout le temps. Voilà. Pour conclure, Pepe, peut-on dire que l'agenda de Trump pour dominer le marché de l'énergie est terminé à cause de ce qui s'est passé au Moyen-Orient et aussi à cause de ce sommet entre Xi et la Russie sur le nouveau gazoduc dont tu parlais, entre la Russie et la Chine? Et comment évolue le marché de l'énergie en Eurasie avec le temps? Eh bien non, Nima, ce n'est pas fini. Ils vont évidemment essayer de sortir de nouveaux tours de leur chapeau. Ils sont complètement désespérés parce que toute l'opération d'Ormuz a échoué. L'un des objectifs clés de cette guerre, dès le départ, même s'il n'a jamais été annoncé publiquement, c'était de prendre le contrôle des ports iraniens du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Ils ne parlaient même pas de la mer Caspienne. C'est une autre histoire. Tout était centré sur le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Là-bas, on contrôle l'essentiel du flux énergétique iranien, depuis l'extérieur de l'Iran jusqu'à l'Asie. C'est pour ça que dès le début, cette guerre visait à la fois l'Iran et les clients asiatiques de l'énergie iranienne. Comme on le voit, tout cela a été un échec total et ça va continuer à l'être. Donc, ils vont tenter autre chose. Ils vont essayer de jouer quelques tours. L'affaire du détroit de Malacca est toujours en cours. Ils peuvent tenter quelque chose, je ne dirais pas à court terme, mais au moins à moyen terme, sur cette base. Les Indonésiens, parfois, ils peuvent être vraiment imprévisibles. Les Indonésiens ont signé un accord militaire avec les Américains et ils vont le regretter, vraiment, très sérieusement. Les Américains pourraient se servir de cet accord militaire pour faire pression sur eux et on pourrait voir des navires militaires dans le détroit de Malacca, tout près des côtes indonésiennes, du côté de Sumatra. Tout est possible. Et les Chinois s'y préparent, tout comme les autres acteurs en Asie. Mais s'il y a une stratégie derrière tout ça, avec les Américains, eux, ils ne font jamais rien de vraiment stratégique. C'est toujours de la tactique, une tactique après l'autre. Le but général, ce n'est pas une stratégie, c'est de bloquer les points d'étranglement utilisés par les Chinois, où qu'ils soient. Le problème, c'est qu'il commence à manquer de points à bloquer, parce que les options pour la Chine se multiplient de jour en jour. Je parie que l'un des sujets les plus importants du Forum de Saint-Pétersbourg qui aura lieu, dans 2 semaines, ce sera justement ça. J'espère pouvoir y être. Encore une fois, la route de la soie du Nord, comme l'appellent les Chinois. La route de la soie du Nord, selon la terminologie russe. La route de la soie polaire, ou arctique, selon la terminologie chinoise. Voilà. Encore une fois, il s'agit de contourner le canal de Suez. Le corridor international de transport nord-sud, c'est dire encore une fois la Russie, l'Iran et l'Inde. Peut-être que l'Inde sortira du jeu plus tôt qu'on ne le pense. Qui va s'en mêler?
La Chine, encore une fois, surtout maintenant que le port de Gwadar est utilisé comme un port iranien. C'est l'un des développements les plus fascinants de ces 2 derniers mois. Au début, intuitivement, on avait cette impression que Chabahar était en concurrence avec Gwadar. Chabahar, comme tu le sais, Nima, se trouve au Sistan-Baloutchistan, en Iran, et Gwadar, lui, sur la mer d'Arabie, au Pakistan. Distance, environ 4-20 km. Très, très proche. Donc, naturellement, ils étaient concurrents. Mais ce n'est plus le cas, parce que les Iraniens utilisent aussi le port de Gwadar, qui fait partie des nouvelles routes de la soie. C'est le terminal, sur la mer d'Arabie, du corridor économique Chine-Pakistan. Et cela montre, une fois de plus, une collaboration très étroite entre l'Iran, le Pakistan et la Chine. Exactement. Exactement, Nima. Mais est-ce que les Américains réfléchissent à ce genre de choses? Évidemment que non. Jamais. Parce qu'ils ne pensent pas de façon stratégique. Ils n'imaginent pas que leurs ennemis, leurs rivaux ou ces soi-disant créatures malveillantes, ou quel que soit le terme absurde qu'ils emploient, soient capables de penser et de s'organiser de manière stratégique. C'est encore un autre exemple.